Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne directe Alerteur Table 700. Alors la semaine dernière, nous avions abordé le pilier droit à la justice dans la commission incorruptible. Ce soir, nous aborderons le pilier droit à la vérité dans la commission Brisons le silence. Je vous rappelle que nous avons co-créé cette émission afin de pouvoir donner la parole à chacun d'entre vous et de vous proposer également l'image de l'unification dans la différence qui passe par la communication non violente de l'individu intègre. Excusez-moi. Donc, j'ai une information également à vous transmettre ce soir. Nous sommes au regret de ne pas pouvoir accueillir Jean-Philippe Labresse qui a dû s'absenter. Il nous en a fait part il y a une petite heure. Donc, nous allons rebondir. Nous allons accueillir déjà notre animatrice, Mona Lalice, qui va pouvoir non seulement avoir deux casquettes ce soir, le rôle d'animatrice, mais également de pouvoir nous présenter son association afin de nous parler du sujet des placements abusifs d'enfants. Je cède la parole à Mona. Bienvenue à toi, Mona. Et merci d'apporter ton expérience et tes compétences. Je te laisse l'antenne. Merci bien, Cathy. Bonsoir aussi, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue en premier lieu aussi à chacun d'entre vous, tout en vous remerciant par avance d'être ce soir avec nous. C'est d'une importance capitale. Avec nous sur ce direct, ce soir, Table 700 traite de deux sujets graves, deux sujets prenants, deux sujets édifiants. L'importance d'en parler publiquement, de dénoncer les faits, comme je vous le disais au préalable, est capitale, afin que chacun d'entre vous puisse être aussi vigilant quant à l'avenir, mais pas seulement. Il s'agit également de vous faire prendre conscience que le rouleau compresseur du système peut rapidement venir broyer vos vies. Et malheureusement, beaucoup ont déjà goûté au plat. Cela existe bien évidemment depuis des décennies. Donc un premier dont beaucoup d'entre vous ont connaissance et pour cause. Il s'agit des placements abusifs d'enfants sur le territoire. Donc sur le territoire français, bien que nous pensions également tous et toutes également à nos compatriotes de l'Union européenne qui sont également touchés par ces défaillances institutionnelles. Puis en seconde partie, nous recevrons le psychologue Nicolas Alexandre qui viendra témoigner d'un sujet aussi édifiant. Pardon, Mona. Pardon, Mona. Le psychologue Nicolas Alexandre qui viendra témoigner d'un sujet aussi édifiant. Pardon, Mona. Pardon, Mona. On a un petit problème technique. Excusez-nous, chers auditeurs, chères auditrices, mais on a un retour. On a un petit retour. Il faut qu'on arrive à régler ce retour pour que ça puisse être bien audible. Est-ce que tu pourras parler un petit peu plus fort, Mona? Oui, ça peut être envisageable. Est-ce que nous sommes bons? Si je le un petit peu plus fort. 1, 2, 3. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça passe? C'est mieux. Vas-y, c'est bon. D'accord, très bien, parfait. Et oui, les aléas du direct, comme on dit. Donc, je reprends où j'en étais, bien évidemment, et vous nous excuserez d'avance. Donc, je vous disais que ce soir, en deuxième partie de ce direct, nous recevrions le psychologue Nicolas Alexandre, qui viendra témoigner aussi d'un sujet édifiant, peut-être méconnu. Il s'agit, alors c'est toujours en lien avec la cause des enfants, bien évidemment, et
ce sujet parle de corporatisme, mais je suis sûre que Monsieur Nicolas Alexandre en parlera et étayera pour bien vous expliquer la situation et ce qu'il en est sur ce sujet. Bien évidemment, si vous êtes avec nous, sachez que Table 700 est aussi avec vous. Alors, qui est Table 700? Table 700 a pour but d'unir des millions de Français de toutes catégories sociales pour stopper l'objectif global du nouvel ordre mondial. Les fondateurs de Table 700, des gens dont l'humanité ne laisse place à aucun doute quant à la réussite de projets visant à aider toute une population se sentant trahie, se sentant bafouée, se sentant maltraitée par les institutions, en somme une population se sentant abandonnée par des gouvernements successifs et pour cause. Une équipe soudée qui bien sûr a conscience que l'union fait la force, dont la devise est sûrement et véritablement un pour tous et tous pour un, pour que bien évidemment nous soyons tous dans le même sens à mener un combat avec cœur, un combat rempli de compassion assurément afin de ne laisser personne sur le bord de la route. En premier lieu, une petite présentation avant de laisser place à mon invité, à Monsieur Alexandre Nicolas, son prénom. Je suis Mona Lalice, fondatrice du collectif PE, et avec Madame Iman Jennifer, nous avons créé ce collectif en 2011-2012. 10 ans maintenant que nous tentons, et bien nous tentons de dénouer cette situation concernant les défaillances institutionnelles tant juridiques, tant de la justice, de l'aide sociale à l'enfance. Et de fil en aiguille, nous avons pu constater que, et c'est peu dire, le dossier est très lourd, très très lourd. Cependant, nous restons lucides et faisons la part des choses. Il n'est en aucun cas question, bien évidemment, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous savons qu'il est essentiel dans notre pays de conserver une protection de l'enfance parce que sur notre territoire, il y a de la maltraitance et cela existe. Mais il va de soi que tant que l'État ne reconnaîtra pas ces défaillances, la situation, bien évidemment, se dégradera davantage. Nous avons conscience du pavé dans la mare. Dès qu'il s'agit de pointer du doigt, mais nous n'avons jamais réussi à nous résigner. L'impact que cela a eu dans nos vies respectives a fait de ce combat nos vies et de nos vies ce combat comme certainement des milliers de familles, comme certainement nombre de gens qui certainement sont là ce soir. Le placement abusif, alors il est, c'est comme je le disais tout à l'heure, un dossier qui est lourd, où il est très difficile depuis des années, en tout cas en termes de dénonciation, d'essayer d'ouvrir aussi une certaine conscience ou de professionnels, tant du côté de l'aide sociale à l'enfance que de la magistrature. C'est un sujet très sensible, malgré des déplacements dans les ministres, malgré des déplacements quant à tenter d'ouvrir les yeux aussi aux travailleurs sociaux lors des assises de la protection de l'enfance, notamment en 2017. Le travail nous a paru très long et fastidieux. Et de fil en aiguille, tous les ans, nous nous apercevons que des vagues de parents arrivent avec méconnaissance du sujet et pourtant sont pris dans l'engrenage. Une situation qui est très très complexe, surtout pour la dénouer d'un point de vue personnel. Une situation qui met beaucoup de familles dans le désarroi. Il est vrai qu'on s'attelle à tenter de faire en sorte que les familles retrouvent leurs droits, mais c'est un vrai sacerdoce. Malgré la mise en place d'un ministère de l'enfance géré
dirigé, gouverné par Adrien Taquet, de petites avancées, mais pas suffisantes aujourd'hui à l'échelle nationale, dire que les placements abusifs dans leur ensemble soient pris en considération. Nous faisons bien sûr la nuance sur le groupe PAE, placement abusif d'enfants, entre, bien sûr, placement d'enfants et placement abusif d'enfants. Nous considérons, je disais tout à l'heure, que effectivement, il faut conserver cette protection de l'enfance. C'est important. Il y a de la confusion au niveau de l'enseigne de la protection de l'enfance pour nous qui devrait aujourd'hui être actionné en deux. D'un côté, le soutien à la vie, parce que tout n'est pas sujet à maltraitance au sein d'une famille, et notamment lorsque l'on voit que la précarité ou l'handicap des enfants est pris à partie et que les familles se retrouvent pris pour le coup dans l'engrenage alors qu'elles auraient pu bénéficier d'un soutien pour les aider dans leur rôle à la parentalité. Et de l'autre côté, la partie maltraitance. Et la problématique d'aujourd'hui, c'est cette grande confusion qu'il y a entre maltraitance et peut-être précarité. Voilà, donc nous essayons nous aussi d'apporter des solutions qui aujourd'hui ne font pas écho auprès des dirigeants, auprès des protagonistes qui gèrent cette protection de l'enfance. Et il va de soi que le chemin peut être encore très mais nous savons que nous pouvons compter sur bon nombre d'entre vous pour faire le chemin ensemble, parce que l'on ne cesse de le dire et parce que c'est important, parce que c'est un enjeu majeur. L'union fait la force, l'union fait tout, l'union permet d'avancer et l'union permet aussi de se faire entendre. Et j'insiste là-dessus parce que seul, on ne va pas très loin. Seul, on ne peut pas avancer. C'est important de le signaler, c'est important de le dire. Voilà, dans un premier temps, voilà, je voulais évoquer avec vous ce sujet qui est aussi sensible que le sujet de Monsieur Alexandre Nicolas, qui est là avec nous ce soir, et Monsieur Alexandre va de corporatisme. Bonsoir, Monsieur Alexandre. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir Mona. Bien, donc je vais me présenter succinctement et puis après vous parler de l'histoire tragique que je vis et que vivent finalement énormément de citoyens en Europe. Donc moi je suis psychologue clinicien, je travaille dans un hôpital psychiatrique. J'ai exercé une dizaine d'années dans les prisons françaises. C'était d'ailleurs ce pourquoi j'avais entamé et fait ces études. Et depuis ces 10 dernières années, je travaille donc au sein d'un hôpital psychiatrique auprès d'une population adulte. L'histoire dont je vais vous parler pourrait être une banale histoire de séparation qui tourne mal, comme il y en a tant dans les couples. Hein. Je rappelle, la divorcialité est de plus de 50% à 15 ans en France. Si on rajoute les unions libres et les PACS, on se retrouve sur des séparations qui sont estimées entre 66 et 75% à 10-15 ans. Donc, si vous vous mettez en couple, vous avez plutôt toutes les chances de vous séparer que de rester à vie ensemble. Ce serait pas tant un problème s'il n'y avait pas des enfants au milieu. Je suis souvent des couples en thérapie. Si on ne parvient pas à faire en sorte qu'ils arrivent à s'entendre, au moins qu'ils restent de bons parents jusqu'à la fin. C'est tout ce qui compte en fait. Donc, moi, c'est une histoire de séparation avec un petit garçon, sauf que cette histoire est binationale.
voilà, mon ex-compagne est néerlandaise, et donc c'est encore plus compliqué quand vous vous retrouvez sur des situations de séparation binationale européenne, je précise bien européenne, puisque si on est hors de l'Europe, alors là c'est encore plus compliqué. L'Europe a écrit des règles très strictes, des chartes et des conventions qui ont été ratifiées par l'ensemble, je dis bien l'ensemble des pays de l'Union. C'est à ce prix que l'Europe s'est faite. Ce que mon histoire m'a permis de découvrir, c'est qu'en fait, ce droit européen, chacun en fait ce qu'il veut, en tout cas en ce qui concerne les droits de l'enfant et de la famille. Je pense qu'on peut élargir ça à d'autres thématiques, mais on concerne les droits de l'enfant. Donc je vais vous expliquer l'histoire et puis après comment la dimension européenne est arrivée. Je précise que c'est une affaire qui est totalement inédite en France. Il y a un seul cas, mon fils donc, qui s'appelle Wolfian, qui a 8 ans depuis le 27 janvier et dont je n'ai strictement plus aucune nouvelle depuis plus de 6 ans. C'est un cas unique parce que cet enfant a légalement 2 pères en Europe, moi en France, et un autre homme, Michiel Dunsbergen, aux Pays-Bas, qui se trouve être l'ex-mari de mon ancienne compagne. Cet homme est le père légal de mon fils. Mon fils porte son nom aux Pays-Bas, ce qui signifie que mon fils a 2 identités et 2 pères légaux, ce qui est strictement illégal en droit européen. L'histoire. La mère de mon fils me retrouve une vingtaine d'années après une première séparation, une histoire d'adolescent, qui avait duré quand même quelques années. Elle était venue habiter en France. Elle parle un français absolument parfait. Nous nous séparons principalement parce que justement je n'avais pas pu faire mes études de psychologie aux Pays-Bas, je ne maîtrisais pas la langue. Donc nous décidons d'un commun accord de nous séparer en nous disant qu'on se retrouverait certainement plus tard. Une vingtaine d'années plus tard, Lisa Wouters donc me retrouve sur Internet. J'ai alors entre 35 et 40 ans et je n'ai pas d'enfant, en effet, de fonder une famille. Lisa a pour sa part 2 ans, âgés alors de 6 et 8 ans. Nous nous retrouvons lors d'un été sans projet particulier. Et puis la love story reprend, on va dire le round 2. Et très vite se pose la question de comment, continuer cette relation pour qu'elle n'échoue pas comme la première fois, avec une distance considérable entre 2 pays, donc la France et les Pays-Bas, et un projet de famille à distance, comment organiser. Pour ce faire, je décide de réduire mon temps de travail hospitalier et de créer un cabinet de consultation en visioconférence. Donc je parle de ça il y a une dizaine d'années, personne ne faisait ça, tout ce qui était télémédecine était complètement marginal. Néanmoins, je vais me lancer dans la visioconsultation pour pouvoir travailler depuis les Pays-Bas, dont je ne maîtrise toujours pas la langue. Ce faisant, donc, le couple se reforme et nous décidons d'avoir un enfant à distance. Nous étions convenus qu'il n'y aurait pas d'enfant si je ne pouvais pas passer au moins la moitié de mon temps auprès de ma famille. La famille, pour moi, c'était donc ma compagne, mon enfant à venir et ses 2 enfants qui m'aimaient beaucoup. Lisa va tomber enceinte une première fois très rapidement. Elle a mis un véritable, je dirais, acharnement à tomber enceinte et elle a mis le même acharnement à m'exclure totalement de la vie de mon enfant. Elle va faire une première grossesse, une malheureuse fausse couche, à 2 mois et demi de grossesse. Nous en sommes très affectés. Et suite à cela, donc Lisa veut absolument retomber enceinte très rapidement. Elle va y parvenir. Mais cette fois-ci, lorsque la grossesse est consolidée, à 5 mois de grossesse, elle m'informe qu'elle va m'empêcher de reconnaître notre enfant et que telles sont les lois de son pays, les Pays-Bas.
je découvrirai par la suite que telles sont les lois de tous les pays de langue alémanique, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, l'Autriche. La spécificité de ces pays, c'est d'appliquer le droit du sol, de sorte que si vous n'êtes pas marié avec la mère de votre enfant, cette dernière a tout pouvoir. Elle doit donner ce qu'on appelle the agreement, donc un agrément. Elle doit donner au père cet agrément pour lui permettre de reconnaître son enfant. Autrement dit, sans que vous n'en sachiez rien, vous êtes soit un petit donneur de sperme, réduit à un don de sperme, un vol de sperme plutôt, soit si la mère vous accorde cet agrément, vous pouvez devenir le père de votre enfant et donc prétendre avoir une existence auprès de votre enfant. C'est totalement médiéval. Et donc, il y a encore plusieurs pays en Europe, principalement l'Allemagne, qui est régulièrement condamnée pour ces faits par la Cour européenne des droits de l'homme, mais qui s'en fiche royalement. Donc, lorsque Lisa m'annonce qu'elle va m'empêcher de reconnaître mon enfant, d'abord, je n'y crois pas. Vous tombez des nues, c'est votre premier enfant, vous fondez une famille, vous vous réjouissez. Alors, les motivations peuvent questionner. Je me suis beaucoup questionné. J'ai beaucoup travaillé ça moi-même avec des psychologues, des psychiatres et des psychanalystes. Ce n'est pas le débat, puisque le débat, je dirais que donc, quand les couples se séparent, tout le monde a des torts, tout le monde. Il n'y en a jamais un qui est tout blanc, l'autre tout noir. Donc, j'ai des torts également dans cette séparation. Néanmoins, on ne doit pas aboutir, on ne devrait pas aboutir à des situations de rupture totale des liens entre un parent, quel qu'il soit, père ou mère, et son enfant. Je contacte dans un premier temps le consulat de France à Amsterdam, qui ne m'aide pas du tout, pour commencer. Puis petit à petit, ils apporteront une certaine aide sous la contrainte. Il a fallu énormément insister. Et qui va me confirmer donc cette loi très particulière que hors mariage, si vous n'avez pas cet agrément, vous n'existez pas dans la vie de votre enfant en cas de séparation. Il en aurait été de même pour un père néerlandais. Donc ce n'est pas tant la nationalité, mais le fait que vous ayez été marié, qui ou pas. Si vous êtes marié, vous êtes d'office le père de votre enfant. Si vous ne l'êtes pas, en France par exemple, il faut reconnaître son enfant, mais vous n'avez pas besoin d'avoir l'autorisation de la mère pour reconnaître votre enfant. Aux Pays-Bas, c'est ainsi. Et quand vous n'y êtes pas autorisé, donc vous pouvez vous rendre devant un tribunal, c'est ce que j'ai fait, pour que ce tribunal vous donne l'autorisation substitutive de reconnaître votre enfant, autorisation sans laquelle vous ne pouvez prétendre à aucun droit sur votre enfant. Donc, je lance les procédures aux Pays-Bas qui vont durer 2 ans, les 2 premières années, qui vont tout échouer. Ces brillants magistrats néerlandais ayant décrété que ce qu'un enfant de quelques mois, ce à quoi il avait droit, c'était 10 minutes de visioconférence sur Skype. Donc vous placez un enfant de quelques mois devant un écran sans rien lui expliquer, puis vous coupez la caméra au bout de 10 minutes, l'enfant ne comprend rien. Donc ces décisions étaient totalement idiotes. Vraiment idiote. Ça témoigne du niveau d'implication des magistrats néerlandais. Décision dont j'ai fait appel. Il m'a été reproché de faire appel de cette décision, de ne pas me contenter, c'est écrit dans les jugements néerlandais, d'être un père à distance. Et donc en appel, ils ont tout retiré, donc plus rien du tout. Vous ne voulez pas vous contenter de voir votre enfant sur un écran 10 minutes. Donc si vous protestez, vous n'aurez plus rien. Donc on arrive à plus rien du tout. La mère tolérait que je voie mon fils une fois par mois, couple of hours, donc autrement dit quelques heures à son domicile par mois, sous escorte de 2 adultes qui m'accompagnaient à 1 mètre, que j'aille. Et j'ai mis fin à ces visites lorsque il m'a été reproché de m'approcher trop près de mon fils. Il n'y avait pas encore le Covid, mais vous voyez, un père, c'est extrêmement contagieux, ça risque de donner trop d'affection à son enfant, donc il fallait rester à distance. Je ne pouvais même plus approcher de mon enfant, alors que je venais de faire 1200 km pour le voir, avec ces 2 chiens de garde qui me suivaient absolument partout. Donc, j'ai décidé de mettre un terme à cette mascarade, tout comme j'ai mis un terme à la mascarade de la visioconférence,
en espérant obtenir une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc j'ai attaqué les Pays-Bas devant la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir refusé de me donner cet agrément qui m'empêchait du coup d'avoir le moindre droit sur mon fils, puisque je n'étais pas le père de mon fils. Mon fils est né de père inconnu, donc je n'étais officiellement pas le père de mon fils aux Pays-Bas. Je l'étais en France puisque je l'avais reconnu en France. Donc je saisis la Cour européenne des droits de l'homme, et là je vais découvrir que cette Cour européenne des droits de l'homme, c'est encore une fois une grande mascarade. La Cour européenne des droits de l'homme est saisie par des dizaines de milliers de citoyens européens tous les ans, et elle vous adresse, au bout d'1, 2, 3 ans, un courrier type que j'ai reçu à l'instar de donc à peu près 45 000 citoyens européens, qui vous informe que votre requête est rejetée sans motivation, sans aucune motivation. Elle aurait pu invoquer des motifs. Les motifs habituels, c'est vous n'avez pas épuisé les recours nationaux. Mais ce n'était pas mon cas. Et donc, en fait, cette Cour européenne des droits de l'homme, je vais découvrir que c'est une véritable roulette russe et que c'est une cour extrêmement corrompue. C'est difficile de parler de corruption quand on parle de justice. Et ce soir, je vais vous parler de corporatisme et de ses liens, de ses affinités, je dirais, avec la corruption. En tout cas, en ce qui concerne la CEDH, je peux témoigner, comme 45 000 autres citoyens européens, que c'est une cour extrêmement corrompue. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que si vous attaquez un pays puissant, tel que l'Allemagne, l'Angleterre, la France, pour des affaires strictement identiques, vous n'avez aucune chance d'aboutir. Si vous attaquez pour des mêmes faits un petit pays, ce pays a toutes les chances d'être condamné. Autrement dit, selon la puissance économique du pays que vous attaquez, votre affaire est jetée au pilon ou elle sera examinée. Alors, pour soutenir mon propos, je vous propose de vous rendre sur le site de mon avocat, Grégory Tuan, qui ne fait que des affaires devant la Cour européenne des droits de l'homme et qui a écrit une jurisprudence sur ces questions que, selon la puissance du pays attaqué, vous aurez ce courrier type, ou bien vous aurez une chance d'être déclaré recevable et une chance, à peu près 5% de chance de voir le pays condamné. C'est déjà le parcours du combattant. Vous arrivez à la Cour européenne des droits de l'homme, une fois que vous avez épuisé tous les recours nationaux, en général, vous êtes déjà à 5 à 10 ans de procédure nationale, première instance, appel, cassation, avant d'accéder à la Cour européenne des droits de l'homme. Quand il s'agit des droits de l'enfant, perdre ce temps, c'est inacceptable. Ce qui est encore plus inacceptable, en fait, c'est ce que je vais découvrir petit à petit. Les magistrats étrangers privilégient leurs ressortissants. Donc, un parent étranger n'a strictement aucune chance devant des tribunaux néerlandais, allemands principalement. Le parent étranger, homme ou femme, peu importe, que ce soit le père ou la mère, doit être éliminé de la vie de son enfant. Je débattrai de ces questions des enlèvements légaux d'enfants dans un sujet au mois de mai, fin mai. Revenons à notre sujet sur le corporatisme. Ces magistrats étrangers donc privilégient leurs ressortissants en appliquant leurs lois nationales, alors même que tous ces pays ont ratifié des chartes et des conventions européennes, et le droit européen est supranational. Il doit s'appliquer au-dessus des lois nationales. Après donc avoir eu mon affaire rejetée par la Cour européenne des droits de l'homme, je vais poursuivre les Pays-Bas devant l'ONU pour donc non-respect de ma vie familiale et discrimination, puisque les pères mariés ne sont pas traités de la même façon que les pères qui ne sont pas mariés. L'ONU va également rejeter l'affaire. Je vous passe le détail des sommes astronomiques que j'ai pu y consacrer. Du coup, je me dis, bon, j'ai perdu tous mes procès aux Pays-Bas, j'ai perdu devant une cour européenne et devant l'ONU. Je vais tenter de faire appliquer le droit européen par la France. Je me suis dit, la France va quand même protéger ses ressortissants et un enfant français. Mon fils est bel et bien binational, il est franco-néerlandais. Le consulat a fini sur ordre. Je remercie profondément le procureur Gaël Surel, qui est le seul magistrat dans cette affaire qui a mouillé la chemise, qui a eu du courage
et qui n'a pas, à l'instar de tous ses confrères et consoeurs, enterré ce dossier. Donc ce magistrat, Gaël Surel, procureur de Nantes, a donné l'autorisation de la transcription de l'acte de naissance de mon fils sur les registres de l'état civil français, de sorte que mon fils est français. Sauf que l'affaire est délicate puisque il a un père néerlandais qui est apparu lorsqu'il avait 2 ans, puisque sa mère a donné à son ex-mari, dont elle était séparée depuis très longtemps, ce fameux agrément, et de ce fait, cet homme a eu la garde de mon fils, et mon fils aux Pays-Bas. Nous arrivons donc dans une situation ubuesque avec un citoyen européen qui a 2 identités et 2 pères légaux en Europe, ce qui est strictement illégal. Les tribunaux de Nantes doivent se prononcer prochainement pour savoir est-ce que oui ou non ils annulent la transcription de l'acte de naissance de mon fils. Autrement dit, ce fameux livret de famille qu'on m'a délivré après un combat acharné, est-ce que je suis en droit de le conserver ou pas? Je pense que le procureur s'est déjà prononcé dans ses conclusions sur le maintien de sa décision. Je l'en remercie. Mon fils est donc bien français et il est bien mon fils. Je précise que les tests ADN étaient complètement inutiles dans la mesure où la mère a bien indiqué à l'ensemble des magistrats dans toutes les cours que j'étais bel et bien le père de mon fils, mais que le droit néerlandais lui permettait de déclarer l'homme de son choix et que c'est ce qu'elle avait décidé. Je reviens aux tribunaux français. Plein d'espoir envers la justice française, je me dis, quand même, les juges français vont protéger leurs ressortissants et appliquer l'intérêt supérieur de l'enfant qui, selon la Charte européenne des droits fondamentaux, article 24, la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par l'ensemble des pays de l'Union, dit qu'un enfant doit avoir accès à ses 2 parents, point barre, sauf cas exceptionnel de maltraitance physique, psychique, sexuelle avérée. J'ai été taxé de maltraitance psychologique par les Pays-Bas. Quelle fut-elle? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il m'a été reproché de ne pas me contenter d'être un père à distance. Et que de ce fait, vu que je n'acceptais pas d'être juste une image sur un écran, j'étais toxique pour la mère de mon fils, et donc par conséquent, j'étais toxique pour mon fils, puisque je n'acceptais pas les 10 minutes sur Skype. Voilà le genre d'aberration mentale totale que sont capables de fournir les juges néerlandais. J'en arrive à la justice française. Mona, on est bon? Nous avons quelques questions quand même, Monsieur Alexandre. Donc, on a une personne qui nous pose la question. Pensez-vous que nous devrions entendre les lois internationales, donc une Cour des droits de l'homme, pour reconnaître un droit national? Pensez-vous que sans cela, un papa et une maman puissent prendre soin de ses enfants en étant entendus sur les faits? Que pourriez-vous répondre à cette question? J'ai pas bien compris la question par rapport en fait européen et droit national. Comment elle s'articule la question? C'est plus sur le plan national, je pense, et pas du point international. Mais pensez-vous que nous devrions attendre des lois internationales, c'est-à-dire des lois finalement de peut-être se poser sur les lois européennes? Donc oui, alors ces lois européennes, la France national. Ouais. La France a le devoir d'appliquer le droit européen qui est supranational. C'est-à-dire, oui, qu'un enfant a accès à ses 2 parents, quel qu'en soit le prix, sauf si ce parent est maltraitant de façon avérée. Les enlèvements d'enfants existent sur le territoire national du fait à mon sens, de grandes défaillances du système judiciaire. Donc, développer la question des défaillances de la magistrature française et généraliser pour expliquer pourquoi il y a tant d'enfants en France qui ne voient pas du tout leur père, à peu près 2 à 3 millions d'enfants selon les associations, mais cela peut également concerner les mères, soit lors de placements abusifs ou
lors de non-représentation d'enfants. Donc la question de la non-représentation d'enfants et de son impunité totale, quasi totale en France, est un véritable sujet en soi et permet donc les enlèvements légaux d'enfants en France. Je saisis donc... Oui. Pardon. Toi, sur ce sujet sensible, que quand bien même dans un pays, la Cour des comptes, par exemple, européenne, pointe du doigt un pays, malgré ce pointage... Européenne des droits de l'homme, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, mais tout ce qui concerne l'Europe, finalement, malgré le pointage, que ce soit la CDEH, pardon, ou la Cour des comptes, qui reste européenne, pour le coup, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? C'est-à-dire que chaque pays prend finalement la décision de reprendre son droit national. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que l'Europe n'a pas de rôle à jouer? Alors, l'Europe, en théorie, a un rôle à jouer, mais dans les faits, il y a une puissance économique en Europe qui dicte à peu près tout ce qu'elle veut, dictait, j'espère, tout ce qu'elle voulait, nous le savons tous, c'est l'Allemagne. C'est ainsi donc que je vais découvrir pourquoi les juges français vont se plier à ce, je pense, être des recommandations en plus au lieu d'appliquer le droit européen qui est supranational. Donc j'ai donc saisi 2 fois les juridictions françaises, en première instance et en appel, en demandant à voir mon fils pendant les vacances scolaires néerlandaises. Le premier juge, je vais le citer, parce qu'il est assez exceptionnel, le juge Planck, du TGI de Pau, qui est à La Réunion actuellement, aux affaires familiales. Ce juge Planck, lors de l'audience, première instance, mon avocat de la Cour européenne des droits de l'homme, Grégory Tuan, va venir gracieusement. J'ai laissé des sommes, 2 ans de salaire, en 8 ans, pour voir mon fils, sans aucun résultat. Donc Grégory Tuan, que je remercie, est donc venu plaider à Pau, depuis Strasbourg. Et pour la première fois, nous avons eu le sentiment d'être écoutés par un magistrat qui ne comprenait pas comment ces lois néerlandaises permettaient d'éliminer totalement un parent sous prétexte qu'il n'avait pas été marié et sous prétexte qu'il était étranger. Nous sommes sortis de cette audience avec beaucoup d'espoir. Une première oreille attentive, non pas à la cause d'un père, mais à l'intérêt de l'enfant, je dirais, c'est-à-dire l'intérêt premier prôné par l'Europe qu'un enfant doit entretenir des liens avec ses 2 parents. Quelle ne fut pas ma déception. J'espère que ce juge entendra cette interview. Le juge Planck, qui dans ses conclusions 6 semaines plus tard, va non seulement ne m'accorder strictement aucun droit, c'est-à-dire qu'il va se déclarer incompétent dans le dossier, mais de surcroît va écrire que les Pays-Bas avaient parfaitement respecté l'intérêt supérieur de l'enfant en l'empêchant d'avoir le moindre lien avec son père biologique. J'ai écrit à ce magistrat, je lui ai demandé à être reçu pour comprendre pourquoi il y avait eu ce retournement entre l'audience et sa décision. Sa réponse fut que ces décisions étaient souveraines et qu'il n'avait pas à s'en justifier. J'ai fait appel de la décision. La juge Müller de la Cour d'appel de Pau, qui a fait semblant de feuilleter le dossier, l'affaire était déjà pliée depuis belle lurette. Non seulement j'ai perdu en appel, mais pour la première fois, elle va oser me condamner à un article 700, c'est-à-dire payer l'avocat de la mère. J'ai refusé. Depuis 6 ans, je me battais pour voir mon fils. Aucun magistrat, ni néerlandais, ni international, ni français, ne considérait que l'intérêt d'un enfant était d'avoir des liens avec son père. Et de surcroît, je me vois condamné par la France, ce que même les juges néerlandais n'avaient pas osé faire. J'ai refusé de payer. J'ai eu donc, à l'occasion des vacances de Noël, les huissiers qui ont débarqué chez moi pour saisir mes meubles. Voilà comment c'est. Merci Madame Müller, merci Madame le procureur Müller. Et donc, je vous interromps. On a une question. Pardon, oui. Pardon, Monsieur Alexandre. On a une question très très pertinente de la part de Pierre Arc.
Si vous épousez une allemande, admettons, c'est juste une question, hein, pourriez-vous devenir allemand, mieux récupérer votre enfant ou avoir plus de droits pour le voir? Vous pourriez être égaux avec votre ex dans ce cas. Qu'en pensez-vous? Alors, ça m'a caressé l'esprit. Non pas, il est strictement inutile de se marier avec une Allemande. L'Allemagne pratique l'enlèvement de masse d'enfants. Les associations considèrent qu'elles enlèvent entre 1000 à 10 000 enfants européens tous les ans. À partir du moment où vous êtes sur le territoire allemand, l'Allemagne, à l'instar le droit du sol. Vous n'avez même pas besoin d'être marié, vous pouvez être un parent seul. Vous saisissez un juge au bout de 6 mois sur le territoire allemand. Le Jugendamt, qui est l'équivalent de l'ASE française, va se mêler à la procédure et vous donner l'exclusivité de la garde de votre enfant. Que vous soyez allemand, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous soyez sur le territoire allemand et que l'enfant ne quitte plus jamais le territoire allemand, qu'il devienne un citoyen allemand. Je développerai au mois de mai le pourquoi de ces vols légaux d'enfants et pourquoi l'Europe ne fait rien face à l'Allemagne. Et c'est là le fond du problème dans mon affaire. Les juges se sont contentés, par paresse, lâcheté, corporatisme, voire corruption, de se déclarer incompétents. Autrement dit, ils ont appliqué une des règles européennes, à savoir que la compétence territoriale des tribunaux relève du lieu de résidence habituel de l'enfant. Mon enfant a toujours vécu aux Pays-Bas, donc c'est les Pays-Bas qui doivent décider, et nous, la France, nous ne sommes pas compétents. Sauf que le droit européen est supranational, et que ce droit européen dit qu'un enfant doit avoir accès à ses deux parents, quand bien même il vivrait à l'étranger. Or, les juges se sont défaussés. Les juges français, donc le juge Planck, la juge Müller, parce que cette affaire, justement, aurait permis de faire jurisprudence en Europe. C'est-à-dire qu'il y a un seul cas d'enlèvement légal d'enfants aux Pays-Bas avec vol de filiation et vol d'identité, c'est mon fils, mais il y en a des dizaines de milliers d'autres en Allemagne. Et que si mon affaire faisait jurisprudence, des dizaines de milliers de procès se réouvraient face à l'ami allemand. Et cette amitié franco-allemande est sacro-sainte et on y sacrifie des dizaines de milliers d'enfants tous les ans du fait que l'Allemagne a besoin de rajeunir sa population et de tirer grand profit de ce placement abusif d'enfants. Donc voilà Du reste, pardon monsieur Alexandre, nous avons J. Camille qui s'exprime. Ne voyez-vous pas que les pouvoirs du club de la perversité contraints à pratiquer l'injustice? Non, ils ne sont pas contraints, mais donc justement, cette notion de corporatisme, c'est que les intérêts de carrière sont en jeu. Et le point d'orgue de mon dossier, c'est Claudine Jacob. J'espère aussi qu'elle entendra et qu'elle écoute bien attentivement ce que j'ai à lui dire parce qu'elle a refusé de me recevoir. Claudine Jacob est la défenseure des droits. C'est la N-1 de Claire Hédon qui a été nommée défenseur des droits l'été dernier. Le défenseur des droits travaille sur mon dossier depuis plus de 4 ans. Il était extrêmement vigilant. Il y a des enregistrements que nous vous diffuserons ce soir ou que nous mettrons en ligne à son insu, où le défenseur des droits s'est engagé à dire, lorsque j'ai ressaisi des juges, cette fois-ci à Versailles, le juge Pierre Pédron, juge pour enfants, pour maltraitance psychologique, c'est-à-dire priver un enfant de lien avec son père et lui mentir sur son identité et sa filiation, c'est une extrême maltraitance psychologique. Je suis psychologue, je sais ce dont je parle. Et il serait bien de passer les enregistrements, d'expliquer un petit peu le contenu. Voilà. Donc, les enregistrements, il y en a 2. L'un date du mois de mai, où après 4 ans de travail, le défenseur des droits va donc s'engager à indiquer au magistrat versaillais, le juge pour enfants Pierre Pédron, qu'il doit se déclarer compétent et qu'il doit juger cette affaire. Autrement dit, qu'il serait bien de m'accorder un droit de visite et d'hébergement sur mon enfant. Nous écoutons donc cet enregistrement du mois de mai. Merci. Alors, si on peut faire parvenir les enregistrements de monsieur Alexandre.
Est-ce que c'est bon pour les enregistrements? Bon, le temps qu'ils parviennent, je vais expliquer la suite. La suite, c'est que le 30 novembre dernier, alors même que l'affaire va être jugée à Versailles, je précise que le tribunal de Versailles, alors que le dossier lui avait été remis en main propre, a réussi à égarer le dossier. Donc ça aussi, c'est absolument extraordinaire. Comment des magistrats peuvent perdre un dossier qui leur a été remis en main propre. Cela témoigne du fait que ce dossier est particulièrement politique, puisqu'il aurait permis une jurisprudence européenne et la réouverture de milliers de procès contre l'Allemagne pour vol d'enfants légal. Donc le défenseur des droits, dont nous entendrons, j'espère, l'enregistrement, qui s'était engagé à intervenir dans la procédure, va retourner son tailleur. Et alors que le juriste était extrêmement engagé. Alors voilà un enregistrement. Il arrive. Alors. Donc, au sein du service du défenseur des droits, il y a des juristes qui ont des supérieurs, cette fameuse Claudine Jacob, qui a elle-même un supérieur qui est le défenseur des droits, Claire Hédon. Ce juriste était vraiment très engagé, il avait envie que, enfin, les magistrats écoutent le défenseur des droits. Sauf que ce n'est qu'un petit juriste et que sa supérieure a reçu des instructions, je l'affirme, du gouvernement pour enterrer ce dossier. Sans quoi il aurait fait jurisprudence en Europe, sans quoi il y aurait eu un incident diplomatique majeur avec l'Allemagne, et sans quoi la carrière de Claire Hédon et de Claudine Jacob, ainsi que celle des juges Planck et Müller, aurait eu quelques petits problèmes. Autrement dit, les juges, le corporatisme des juges, fait que par intérêt de carrière, ils ne vont surtout pas prendre des décisions qui vont avoir des conséquences politiques graves en Europe et obliger, contraindre la première puissance économique européenne à appliquer le droit européen. Ces intérêts de carrière, c'est ce que j'appelle le corporatisme des magistrats. Quand il s'agit de la vie de votre propre enfant, moi, je pense que c'est asymptotique avec de la corruption. Est-ce que l'enregistrement est disponible? Alors, pour l'instant, nous ne l'avons pas. Bon, donc je vais avancer. Effectivement, on voit bien. Je vais avancer sur le deuxième enregistrement, donc celui du 30 novembre. Ce pauvre juriste qui a fait tout ce qu'il pouvait pour convaincre ses supérieurs de signer simplement le rapport qu'il avait rédigé, qu'il a refusé de me communiquer. Nous allons entendre ce juriste être extrêmement mal à l'aise lorsque je lui demande le nom de sa supérieure, Claudine Jacob, qui a donc retourné son tailleur par intérêt de carrière, je l'affirme, sur instruction. Et donc la réponse du défenseur des droits, c'est non seulement nous n'interviendrons pas, nous clôturons le dossier et nous refusons de vous recevoir. Quant au pays des droits de l'homme, le défenseur des droits, par corporatisme, refuse de faire appliquer le droit européen. Cela s'appelle au minimum de la lâcheté, au pire de la corruption. J'affirme que le défenseur des droits a agi par pur intérêt de carrière au pays des droits de l'homme. Il a sacrifié mon enfant sur l'autel de ses intérêts de carrière. Merci Claudine Jacob. Claudine Jacob, je précise, c'est une ancienne magistrate européenne. Elle sait parfaitement ce qui se passe avec l'Allemagne qui enlève des milliers d'enfants tous les ans, des enfants binationaux européens. Elle est parfaitement informée. On voit là ces histoires de privilèges concernant les carrières. C'est vrai que ça a remplacé depuis un petit moment les histoires d'enveloppe, puisqu'aujourd'hui on sait qu'une carrière vaut tout l'or du monde. Quand la peut rapidement trouver un poste beaucoup plus important ou une mutation, etc. Donc c'est au détriment
j'ai envie de dire, de votre enfant, c'est au détriment de votre vie, c'est au détriment peut-être de la vie de milliers d'autres enfants, très certainement. Nous avons une question et une dernière question parce que malheureusement, nous ne pouvons pas passer les enregistrements, mais en espérant que dans l'émission du mois de mai… Ils sont disponibles, on va les mettre en ligne. Je tiens à préciser qu'une semaine après le retournement de tailleur du défenseur des droits, le juge Pedron a classé le dossier. Le juge Pedron a considéré qu'un enfant totalement privé de son père, élevé dans le mensonge de sa filiation, élevé par un usurpateur qui n'est pas son père et qui prétend l'être, qui a volé non seulement mon enfant, mais son nom, ne court strictement aucun danger. Voilà la pertinence de la magistrature en France. Donc, et tout ça par intérêt de carrière. Cette affaire faisait jurisprudence en Europe et réouvrait des milliers de procès face à l'Allemagne. Le défenseur des droits s'est défroqué une semaine après. Le juge pour enfants de Versailles enterrait le dossier. Ce qui est extraordinaire, c'est que la mère n'a même pas été convoquée au tribunal puisque l'affaire a été enterrée. Pour autant, elle a appelé mon avocate pour savoir si j'allais faire appel. Comment a-t-elle pu savoir que j'avais déposé un dossier à Versailles alors même que le dossier a été enterré par le magistrat? C'est strictement impossible, à moins qu'il n'y ait eu une fuite de la magistrature. Je dénonce également cela. Très bien, Monsieur Alexandre, Nicolas, les relais vont être faits sur cette situation qu'est le corporatisme, sur votre situation, et cela fait 8 ans maintenant que vous vous battez. Une dernière question de Camille. Oui, la question. Alors, pourquoi vous acharnez-vous à demander le respect de la loi actuelle en gardant des magistrats trahissent? À quoi jouez-vous? L'affaire de Karine, vous oubliez, et en l'occurrence, on ne pourra pas parler de Karine ce soir. La pire de tout, de l'affaire dénoncée par le gendarme ami de Lisa, vous l'oubliez. Est-ce que ça vous parle? Je crois que l'Europe… Oui. Donc, l'affaire de Karine, je ne vais pas en parler. Voilà, l'affaire de Karine, non, mais l'affaire dénonce le gendarme ami de Lisa. Vous connaissez? Le gendarme ami de Lisa? Non. Oui. Après, la question première était: acharnez-vous à demander le respect de la loi actuelle en gardant des magistrats qui la trahissent? Alors, l'Europe, c'est un très beau projet, je crois. S'il n'y a pas d'Europe, je pense que la France, qui était une très grande puissance économique, et qui l'est de moins en moins, ne pourra pas résister à l'émergence de la Chine, de l'Inde. Les États-Unis sont beaucoup moins puissants, ça reste la première puissance économique, mais la France toute seule va passer sous une broyeuse. Donc l'Europe, c'est un très beau projet. Toutefois, ce que l'on constate, c'est que en termes d'application du droit européen, tous les pays tordent, n'appliquent pas, tordent le droit pour appliquer ce qui les arrange. Donc, moi, je demande de la cohérence, en fait. C'est-à-dire que soit on prétend être européen et on applique le droit que l'on a voté. Hein, ces chartes et ces conventions ont été ratifiées par l'ensemble des pays de l'Union. Et on arrête, ou alors on arrête. On n'est pas européen, on applique notre droit national et on sort de l'Europe. Voilà. Je pense qu'il faut être cohérent, sachant que nous avons, grâce au programme Erasmus, 14% de couples binationaux, ça veut dire 14% d'enfants binationaux. Et il y en a de plus en plus. Et ces enfants, s'ils ne sont pas élevés par leurs deux parents, à l'instar d'enfants franco-français, vont être déstructurés. Un enfant a besoin impérativement de ses deux parents. Monsieur Alexandre Nicolas, oui. Voilà, l'émission va toucher à sa fin. Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier pour votre témoignage qui, je pense, mérite d'être au grand jour, tout comme ces milliers d'enfants, très certainement dans des situations similaires. Et effectivement, dans une émission prochaine, vous aurez l'occasion d'en parler de manière peut-être beaucoup plus étayée. Je vous remercie de votre intervention ce soir.
Je remercie également les internautes qui ont été présents et qui ont posé des questions très pertinentes. Malheureusement, le temps nous est compté et toutes les questions ne seront pas posées ce soir. C'était une émission et vous m'envoyez place avec beaucoup de regrets, bien évidemment, comme le disait Cathy, une émission un petit peu sans filet, une émission un petit peu improvisée ce soir du fait que nous manquait un témoignage, un interlocuteur à qui nous n'en tiendrons pas rigueur. Pour ce faire, moi, je souhaite à tous et à toutes une excellente et j'ai envie de dire sur le mot de la fin, le bas continue. Merci bien. Cathy, je te repasse l'antenne. Ben, merci à vous deux. Merci pour ton témoignage, Nicolas. Très sensible, sujet très sensible. Et d'ailleurs, il m'est venu une question que je vais poser à chacun d'entre nous, à nous trois, à nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent. Cette question, elle sera à méditer, je pense. Devons-nous continuer d'accepter de vivre dans un système pernicieux? Voilà, ça sera le mot de la fin. Je tiens simplement à rappeler que chaque animateur est invité à exprimer ses compétences sur Tableau 700, que la chaîne est ouverte à vous tous, lanceurs et lanceuses d'alerte, pour venir exprimer tous les sujets sensibles qui se référeront aux 4 piliers. Cela dit, merci encore à vous deux, encore au regret pour Jean-Philippe, mais nous adressons également toute notre sympathie et notre soutien à Karine Trapp, évidemment, et à toutes les mamans, tous les papas aussi, parce qu'il ne faut pas oublier ces papas aussi qui sont en souffrance également. Je vous tiens à vous remercier à tous, chers auditeurs et auditrices, et on se donne rendez-vous le 28 avril pour une prochaine émission où on abordera le pilier, le droit à la réparation. Voilà. Merci à vous tous. Bonne soirée. Prenez soin de vous. C'est très important. Au revoir. Voilà, merci aux éditeurs, aux éditrices. Pour conclure, je vous invite à signer une pétition qui va être mise en ligne, invitant ces magistrats à la démission ou à la révocation. Et je crois qu'en effet, il faut réformer l'institution judiciaire en France, qui baigne dans un corporatisme nauséeux, et qu'il faut totalement réformer l'institution judiciaire. Entendu. Ce sera le mot de la fin. Merci. Bonne soirée. Merci à vous et bonne soirée.